Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les journalistes, Madame, Monsieur, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence de presse du gouvernement qui constitue une tribune de redevabilité de l'exécutif. Aujourd'hui, les échanges vont porter essentiellement sur l'éducation en situation d'urgence. À cet effet, nous recevons le professeur Stanislas Waro, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Enfin, le porte-parole du gouvernement, M. Rémi Fulgence Dandinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, échangera avec vous sur les questions d'actualité nationale. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le ministre en charge de la communication, avec votre permission, je vous donne la parole pour votre mot introductif. Je voudrais vous remercier pour votre présence à ce point de presse du gouvernement et pour l'accompagnement que vous faites au gouvernement justement dans la redevabilité et sa communication. Je voudrais avant toute chose me permettre de vous présenter Madame Mafarma Sanogo, qui est notre nouvelle coordonnatrice. Elle a pris fonction il y a quelques jours de cela. Il faut savoir que depuis quelques semaines, donc, le SIG, le service d'information du gouvernement, est rattaché au Premier ministère. Il s'agit de donner donc au service d'information du gouvernement une plus grande latitude, donc, afin justement que les difficultés que nous avons en termes de coordination, mais également de moyens, le positionnement du SIG fait qu'aujourd'hui, tous les ministres peuvent avoir cette fonction-là et utiliser cet outil-là. Donc, je voudrais également m'appesantir sur deux faits majeurs du dernier Conseil des ministres. C'est bien sûr le décret portant statut des volontaires pour la défense de la patrie qui a été adopté. Le 21 juin dernier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la loi qui institue ces volontaires pour la défense de la patrie. Le 29 janvier, le décret portant ratification de la loi a été signé par son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré. Et hier, en Conseil des ministres, nous avons donc adopté ce décret. Deuxième élément important, c'est la convocation du corps électoral pour le 22 novembre prochain, tant pour les élections présidentielles que pour les élections législatives. Donc, c'est deux aspects importants sur lesquels les ministres en charge des dossiers se sont exprimés, mais qui rappellent et renouvellent la volonté du gouvernement de tenir cet engagement pour un fonctionnement périn et porteur d'espoir de notre institution démocratique. La question, c'est certes, bien sûr, dans la situation actuelle, est-ce que les élections pourront se faire? Vous savez que le gouvernement a pris l'engagement de faire ces élections-là, parce que nous ne pouvons pas ajouter à la crise sécuritaire une crise institutionnelle. Et le gouvernement doit travailler à ce que tous les Burkinabés, où qu'ils soient, puissent participer au choix de leur président et au choix de leurs représentants. Voilà donc ce que je voudrais comme mot introductif. Le ministre Waro est avec nous, avec bien sûr une communication précise sur un point, mais connaissant également votre fertilité intellectuelle, je sais que forcément nous allons parler d'autre chose que de ce point-là, donc il restera forcément à vos écoutes. Mesdames et messieurs les journalistes, le 4 janvier 2020, nous avons tous été consternés devant l'acte ignoble qui a coûté la vie à 14 Burkinabés, dont 7 élèves, sur l'axe Touéni-Touga, dans la province du Sourou. Avant et après eux, bien d'autres de nos concitoyens ont perdu la vie suite aux attaques terroristes qui endeuillent nos familles. Durant la seule année 2019, c'est 480 Burkinabés, forces de défense et de sécurité et civiles, qui ont perdu la vie dans cette guerre qui nous a été imposée par ces forces du mal. Depuis le début des attaques terroristes, c'est au total 10 enseignants qui ont été lâchement assassinés. Mesdames et messieurs les journalistes, le Burkina Faso vit l'un des moments les plus difficiles de son histoire, car depuis janvier 2016,
notre pays subit des attaques terroristes qui causent la mort d'hommes, de femmes et d'enfants, plongeant de nombreuses familles dans le désarroi et entraînant le déplacement des populations à l'intérieur du pays. Ces attaques terroristes touchent plusieurs localités de notre pays et visent à mettre à mal notre démocratie, notre cohésion sociale, voire notre vivre ensemble. Tous les secteurs de développement sont affectés, mais celui de l'éducation est l'un des plus éprouvés. En effet, les acteurs de l'éducation ont souffert de menaces, de violences physiques et d'assassinats, sans compter les incendies d'infrastructures éducatives et la destruction de matériel didactique, pédagogique et appartenant au personnel du système éducatif. Mesdames et messieurs les journalistes, à la date du 30 janvier 2020, nous enregistrons 2369 établissements fermés, affectant 325 245 élèves et 10 048 enseignants, avec 623 établissements endommagés. Cependant, il faut signaler que suite à l'attaque de Lamdamoal, il y a quelques jours, on enregistre à la date du 3 février 2020 36 écoles primaires fermées dans la commune de Bani, dans la province du Sénou. Les milliers de personnes déplacées internes, dont de nombreux élèves, ont occupé des salles de classe, occasionnant parfois leur détérioration et nécessitant leur réhabilitation. Pour faire face à cette situation de l'éducation dans les zones affectées par l'insécurité, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, a adopté le 21 février 2019 la stratégie de scolarisation des élèves des zones à fort défi sécuritaire pour la période 2019 à 2024 et créé en avril 2019. Dans le nouvel organigramme du ministère en charge de l'éducation, le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, le ministère, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et les autorités politiques et administratives des zones affectées, a mené plusieurs actions dans le sens de la reprise des activités pédagogiques pour assurer la continuité de la scolarisation des enfants des zones concernées. On peut citer en outre le regroupement des élèves des classes d'examen en vue de leur administrer des cours de rattrapage, suivi de l'organisation de la session spéciale des examens et concours scolaires, la formation des enseignants, des membres de la communauté, APE, AME, COGES, et des agents de santé à l'approche Safe School pour accroître leur résilience face à la crise sécuritaire, l'élaboration de programmes d'éducation en situation d'urgence pour les enseignements du primaire, du post-primaire et du secondaire, l'inscription des élèves déplacés dans des établissements d'accueil et le redéploiement des enseignants dans des établissements fermés vers d'autres établissements fonctionnels. Ces actions, avec les succès enregistrés par les différentes opérations de sécurisation, ont permis de réduire l'impact de la crise dans les zones concernées, de sorte qu'on note, à la même date du 30 janvier 2020, la réouverture de 824 établissements scolaires. Il faut noter également la réinscription de plus de 20 000 élèves des établissements fermés ou élèves déplacés internes dans des établissements d'accueil. Ça, ce sont des chiffres d'élèves que nous avons recensés. La réhabilitation des établissements endommagés suite à leur occupation par les personnes déplacées internes, la réalisation d'infrastructures pour accueillir les élèves déplacés et des initiatives locales d'accueil et d'inscription des élèves des personnes déplacées internes. En dépit de tous ces efforts, la crise sécuritaire persiste et continue d'affecter le système éducatif dans 6 régions que sont la Boucle du Moun, le Nord, le Sahel, l'Est, le Centre-Nord, le Centre-Est. Et elle s'étend à d'autres régions que sont le Centre-Sud et les Cascades, où pour ces 2 régions, on avait enregistré des établissements fermés, mais tous ont réouvert, sauf une école qui est toujours fermée dans la région du Centre-Sud. Cette situation, à la fois préoccupante et volatile,
laissent ainsi présager une difficile scolarisation des enfants et même l'impossibilité de poursuivre les activités pédagogiques dans certaines localités de ces régions. Nous enregistrons au stade actuel 27 communes où tous les établissements scolaires sont fermés, 54 communes où une partie des établissements scolaires est fermée, avec une quinzaine ou plus de la moitié des établissements fermés. C'est pourquoi, les 23 et 24 janvier 2020, nous avons organisé un conseil de cabinet extraordinaire, élargi sur l'éducation en situation d'urgence. Notre objectif à travers ce conseil de cabinet extraordinaire élargi était qu'ensemble, nous puissions mener la réflexion, faire une analyse objective, sincère, honnête et multidimensionnelle de la situation qui prévaut dans le secteur de l'éducation pour prendre des décisions éclairées, qui peuvent être douloureuses, mais nécessaires, appropriées et consensuelles pour une meilleure gestion de l'éducation dans les régions à fort défi sécuritaire. Mesdames et messieurs les journalistes, à l'issue de ce conseil de cabinet extraordinaire élargi, les recommandations suivantes ont été formulées. 1. La mise en place d'un fonds d'urgence au ministère en charge de l'Éducation nationale avec des procédures de gestion exceptionnelles pour une prise en charge des situations d'urgence. 2. L'enlèvement diligent des vivres, du mobilier et des équipements dans les établissements fermés depuis un certain temps, et dans des magasins de transit pour les acheminer dans des établissements d'accueil après leur immatriculation et avec l'appui des forces de défense et de sécurité, mais en collaboration avec les autorités administratives et locales, donc des structures concernées, parce que malheureusement aujourd'hui on constate que certaines de nos vivres servent de nourriture pour les terroristes, parce qu'actuellement il y a des actions donc d'agression des magasins de cantines scolaires dans certaines zones. Il y a eu le cas de Boron, à 12 km de Dédougou. Il y a eu le cas de Sol 1, où le magasin de transit a été donc attaqué, les serrures remplacées, et les terroristes qui revenaient régulièrement se servir de ces vivres-là. Et aussi, nous constatons dans certaines communes d'accueil des personnes déplacées, donc des élèves déplacés, qu'au regard des effectifs, certains élèves sont assis à même le sol, alors que nous avons du matériel didactique, nous avons des équipements dans certaines écoles entièrement fermées. Et donc, cette recommandation a été formulée pour qu'ensemble, nous puissions travailler à l'enlèvement et à leur immatriculation de façon à ce que, dès que la situation le permet, que ce matériel puisse être rétrocédé à ces structures. Et troisième recommandation, c'est la mise en place d'un dispositif de retrait des ressources transférées aux communes où tous les établissements sont fermés. Vous savez que le MENA est le ministère qui transfère le plus de ressources aux communes. Et cette année, nous sommes à un peu plus de 31 milliards de francs CFA que nous sommes en train de transférer, parce que l'arrêté de transfert a été signé. Et dans cet arrêté de transfert, nous transférons des ressources à des communes où tout est fermé. Et donc, ces ressources devraient servir à d'autres communes d'accueil. Et donc, c'est pour cela qu'en collaboration avec le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale et l'Association des municipalités du Burkina, nous allons effectivement évaluer la situation et donc nous allons retirer ces ressources-là pour les mettre à disposition d'autres communes qui accueillent ces élèves-là, de façon à ce que tous ces élèves puissent bénéficier de ces fonds transférés, qui sont des fonds transférés pour leur éducation. Et quatrièmement, l'organisation d'une collecte de fonds auprès des acteurs du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, en soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire, aux familles des victimes et aux populations déplacées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L'objectif fondamental qui est ressorti, c'est vraiment de cultiver l'éducation à la solidarité et à la citoyenneté. Vous voyez, dans certains pays, vous avez par exemple le Burkina Faso, où nous avons des écoles qui sont en jumelage avec certaines écoles en Europe et dans d'autres pays donc, de l'Occident. Et ces écoles du Burkina là, bénéficient de ressources de ces écoles-là, mais les ressources dont ils bénéficient sont des ressources collectées auprès des élèves de ces écoles qui souvent se privent de goûter,
souvent se cassent leur tirelire pour pouvoir cotiser, pour venir aider les écoles dans notre pays. Et nous sommes dans une situation de ce genre-là. Pourquoi ne pas le faire et travailler à relancer cette éducation à la solidarité et cette éducation à la citoyenneté et à l'appartenance? Parce qu'au niveau du MENA, je vais en parler tout à l'heure, nous avons plus de 4 500 000 élèves. Et toucher ces 4 500 000 élèves, c'est toucher le quart de la population en matière d'éducation à la solidarité et à la citoyenneté. Et donc, c'est pour cela que cela a été retenu. Donc, étant donné que le conseil de cabinet, qu'il soit ordinaire, extraordinaire, élargi, n'est pas une instance statutaire, donc nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, soumis ces recommandations-là donc, au CACEM ordinaire du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, qui s'est tenu le 30 janvier 2020. Et donc, le CACEM a effectivement adopté ces différentes recommandations. Et aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel d'une collecte de fonds auprès des acteurs du ministère de l'Éducation nationale, l'alphabétisation et la promotion des langues nationales pour soutenir nos forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire. Et pour les forces de défense et de sécurité, pour nous, l'objectif n'est pas de collecter des fonds et de leur remettre de l'argent liquide, mais dès que les fonds seront collectés, nous allons organiser donc une séance de travail avec nos forces de défense et de sécurité, leur hiérarchie, de façon à identifier donc du matériel logistique, ça peut être des véhicules, ça peut être des motos et tout, que nous allons acquérir ensemble et que nous allons mettre à leur disposition. Et nous allons aussi mettre à disposition des ressources aux familles des victimes et aux personnes déplacées internes qui sont affectées par ce phénomène. Mesdames et messieurs les journalistes, la collecte de fonds se fera de manière volontaire auprès des structures centrales déconcentrées rattachées de mission, des établissements d'enseignement, c'est-à-dire le personnel administratif, de soutien, les enseignants, les élèves et les structures d'éducation non formelle, les superviseurs, les animateurs et apprenants. Ils sont également concernés par cette collecte des stagiaires des écoles nationales des enseignants du primaire et ceux de l'IDS et aussi tout partenaire de l'éducation qui souhaiterait participer à cela. Nous comptons au niveau du ministère en charge de l'éducation plus de 114 000 agents de la fonction publique qui sont répartis dans 22 structures centrales, 12 structures de mission, 9 structures attachées, 604 structures déconcentrées et 19 891 établissements scolaires publics et privés, dont 1089 du préscolaire, 15 082 du primaire et 3 936 du post-primaire et du secondaire, 109 centres d'éducation de base non formelle qu'on appelle CBNF et 3 200 centres permanents pour l'alphabétisation et la formation que nous appelons CEPAF. Les 19 891 établissements scolaires enregistrent 85 433 élèves du préscolaire, 3 256 838 élèves du primaire, 1 200 960 élèves du post-primaire et du secondaire, soit un total de 4 543 231 élèves recensés à la fin de l'année scolaire 2018-2019. Les 109 CBNF comptent 146 animateurs et 107 superviseurs qui sont des agents du ministère. Quant au CEPAF, les 3200 animateurs et les 740 superviseurs sont des agents endogènes. Au cours de l'année scolaire 2018-2019, l'éducation non formelle comptait 118 096 apprenants, tous cycles confondus. Donc vous voyez, c'est autour de 5 millions de personnes que nous souhaitons toucher. Et au-delà des ressources qu'on va acquérir, des ressources qui vont peut-être aider nos forces de défense à être plus opérationnelles sur le terrain, mais et surtout les populations déplacées et affectées, c'est surtout inculquer cette éducation à la solidarité, à l'appartenance à un objectif commun qui est la défense de notre pays. Et ça, c'est essentiel et c'est ce qu'il faut rechercher. Dans chacune des structures, la collecte de fonds se fera sous la supervision du premier responsable. Les mois de février et de mars seront consacrés à cette collecte. Un comité de collecte et de suivi sera mis en place à tous les niveaux. Ce comité se compose, comme suit, au niveau des structures centrales déconcentrées attachées de mission. Donc le superviseur, c'est le premier responsable de la structure. Le président, c'est le responsable de la mutuelle des agents de la structure, s'il y en a, ou le délégué du personnel. Et le trésorier, c'est le trésorier de la mutuelle des agents ou le responsable financier de la structure. Au niveau des circonscriptions d'éducation de base, donc les SEB, le comité se compose comme suit. Le superviseur, c'est le chef de circonscription d'éducation de base. Le président, c'est le représentant de la mutuelle ou le représentant des enseignants. Et le trésorier, c'est le gestionnaire de la SEB. Ce comité sera chargé de la supervision et du contrôle de la collecte.
Un point de déroulement de la collecte sera fait au maire pour ce qui est des SEB. La collecte sera faite auprès des élèves et des apprenants par les enseignants titulaires des classes d'examen et en collaboration étroite avec les parents d'élèves. Au niveau des établissements du post-primaire et du secondaire, la collecte se compose comme suit. Donc le superviseur, c'est le chef d'établissement ou le proviseur ou directeur du CEG, comme on dit. Le président, c'est le représentant des enseignants. Le vice-président, c'est le représentant des élèves. Et le trésorier, c'est le responsable financier ou le trésorier du COGES. La collecte sera faite auprès des élèves par les professeurs principaux en collaboration avec les délégués de classe au niveau des établissements du post-primaire et du secondaire. Les fonds collectés au niveau des structures déconcentrées, établissements, SEB, provinces, régions, seront directement transférés au niveau de région par transfert monétaire. Et au niveau provincial, le comité se compose comme suit. Le président, c'est le secrétaire général de la province. Les rapporteurs, il y a le directeur provincial des enseignements post-primaires et secondaires et le directeur donc, provincial des enseignements préscolaires, primaires et non formels. Donc 2 rapporteurs. Et les membres, il y a 2 représentants des syndicats de l'éducation, parce qu'on souhaite vraiment de la transparence, et 2 représentants des délégués des élèves. Et ce comité sera chargé de la supervision et du contrôle de la collecte. Un point de déroulement de la collecte sera fait au haut-commissaire de la province. Au niveau région, le comité se compose comme suit. Le président, c'est un conseiller technique du gouverneur de la région. Les rapporteurs, c'est le directeur régional des enseignements post-primaires et secondaires et le directeur régional des enseignements préscolaires, primaires et non formels. Les membres, c'est 2 représentants des syndicats de l'éducation et 2 représentants des délégués des élèves. Le comité régional est chargé de centraliser toute cette collecte au niveau de la région. Un point de déroulement de la collecte sera fait au gouverneur de région. Chaque région reversera ses fonds au niveau central à la direction de l'administration des finances, donc du ministère par transfert monétaire. Et maintenant, au niveau central, le comité se compose comme suit. Le président, c'est le directeur de cabinet du ministre. Les rapporteurs, c'est la secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence et le directeur de l'administration des finances. Et les membres, c'est un conseiller technique du cabinet, un chargé d'études du secrétariat général, le directeur régional des enseignements post-primaires et secondaires du centre et la directrice régionale des enseignements préscolaires, primaires et non formels du centre et la secrétaire permanente de la promotion des langues nationales et de l'éducation à la citoyenneté. Le comité central est chargé de faire le bilan des fonds reçus et de rédiger un rapport sur la collecte de fonds. Chaque comité, niveau SEB et niveau établissement, devra se rencontrer de façon hebdomadaire pour faire le point de la collecte. Au niveau province et région, la rencontre se fera chaque 2 semaines. Mesdames et messieurs les journalistes, la communication étant capitale pour la réussite de la collecte de fonds, il est important de mettre en place une stratégie de communication pour une adhésion massive à cette collecte de fonds. Cette communication s'appuiera sur les différents niveaux et les comités. Au niveau des structures, la communication sera assurée par les différents comités. Il s'agira surtout de sensibiliser les élèves apprenants stagiaires sur le bien fondé de cette collecte pour susciter leur adhésion et cultiver en eux l'esprit de solidarité et de citoyenneté. Une note d'orientation sera élaborée à l'adresse des personnels et des élèves. Avant de clore mon propos, je voudrais insister sur le fait que, premièrement, la contribution elle est volontaire, même si nous avons fixé des montants qui vont de 100 francs donc au niveau élève à 10 000 francs au niveau des grands responsables, directeurs régionaux, conseillers techniques et autres. Et pour le ministre, le directeur de cabinet, le secrétaire général, donc là, on n'a pas mis de montant. Ça va être nécessairement beaucoup plus élevé. Mais on ne donne pas de montant parce que, par expérience aussi, lorsque on donne des montants, il y en a qui peuvent donner beaucoup plus, mais ils disent, ah, comme le ministre a donné 20 000 ou 30 000 francs, nous, on va donner un peu moins. Donc, on ne dira pas, mais à la fin, on saura ce que chacun aura donné. Donc, elle est une contribution volontaire. Celui qui ne donnera pas, on n'en fera pas de problème. Donc, mais on a fixé un certain nombre de montants. Deuxièmement, cette initiative vise surtout à promouvoir l'éducation à la solidarité. On va profiter, véhiculer des valeurs de solidarité, de citoyenneté à nos enfants et à leur faire prendre conscience de la situation difficile que traverse notre pays ces derniers temps et donc faire en sorte qu'ils puissent aussi contribuer par tout moyen possible donc, à la lutte contre le terrorisme. Et troisièmement, mettre en œuvre une stratégie de collecte qui permet la transparence et la redevabilité. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces informations sur l'éducation en situation d'urgence.
Nous allons à présent donner la parole aux journalistes pour les questions. Je suis Denis Zungrana de la radio Omega. Ma question, c'est par rapport, on sait qu'au moment de la question des affectations, il y a eu des bisbis qui ont été enregistrés, donc j'aimerais savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, cette question des affectations. Également, si on peut avoir un point sur la mise en œuvre des revendications des syndicats. Merci. Moi, c'est Yacouba Belem de Radio Liberté. Bon, ma question, Monsieur le ministre, à ce que je sache, le statut valorisant n'est pas encore adopté. C'est-à-dire le décret qui doit mettre en application le statut valorisant n'est pas adopté en Conseil des ministres. Mais on voit que sur le terrain, en fait, on a l'impression qu'on a commencé la mise en œuvre du statut valorisant parce que dans le statut valorisant, il est prévu que par exemple, il y a certains corps qui doivent disparaître. Par exemple, les conseillers d'éducation ne doivent plus exister. Et j'ai dit que le statut valorisant, vous avez commencé à le mettre en application parce que en 2019, il n'y a pas eu de concours professionnel pour recruter, en tout cas, des conseillers d'éducation. Comment, en tout cas, vous expliquez cette situation? La deuxième question, c'est en lien avec le sujet qui a été développé. La dernière conférence de presse organisée par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, ils ont fait comprendre qu'ils ont décliné l'invitation à prendre part au Conseil des cabinets élargi parce que pour eux, il était question d'échanger sur l'opportunité ou la possibilité de rouvrir certains établissements fermés. Par conséquent, à leur niveau, vous leur avez pas transmis des documents ou des informations qui leur permettent de venir apprécier concrètement la situation et donner en tout cas leur position ou leur accord sur l'opportunité d'ouvrir des établissements fermés. Est-ce que c'est exactement le cas? Ma dernière intervention, j'ai constaté qu'au niveau des régions, pendant le pic de la lutte de la CNSE, il y avait eu des commissions qui avaient été mises en place pour se pencher sur les indemnités spécifiques harmonisées, les indemnités de logement et la bonification. Mais après, on a constaté que ces commissions sont, ça c'est une appréciation personnelle, sont rentrées dans une léthargie. Comment vous pouvez nous expliquer cette situation? Kindo Basseratou, Studio Yafa, la Fondation Hirondelle. Il y a l'UNICEF qui prévoit construire 1500 classes. 1500 classes d'urgence pour les élèves déplacés. Je suppose que le ministère est au courant. Mais concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que ce seraient des salles normales ou bien ce seraient des salles préfabriquées? Alain Didier, comparé du multimédia de la RTB. Alors, merci, Monsieur le ministre, pour l'initiative de la contribution volontaire. Ma première question, c'est, j'ai eu à entendre dans votre déclaration qu'il y a plus de 10 000 enseignants qui ont été affectés par la crise. À l'heure où nous sommes, que deviennent ces 10 000 enseignants? Et pourquoi avoir recruté, s'il y a des enseignants qui sont sans classe, avoir recruté cette année de nouveaux enseignants? Il y a également, ma seconde préoccupation, c'est le fait que, bon, vous avez pris des initiatives louables, mais les enseignants également avaient menacé, donné 2 semaines d'ultimatum à ce que leurs revendications soient prises en compte, sinon ils allaient entamer d'autres initiatives. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, vous êtes concertés et que la situation, vous avez trouvé une solution à cette préoccupation? La troisième et dernière préoccupation, c'est concernant la contribution volontaire. À combien vous chiffrez, par exemple, cette contribution volontaire à l'issue de l'opération? Merci. Alors, pour ce qui est des affectations pour ces services que nous avons organisés en 2019,
Effectivement, il y a eu un certain nombre de difficultés que nous avons essayé d'aplanir au fur et à mesure. Et vers la fin, il y a une 60aine d'enseignants, de Ouaga précisément, qui considéraient qu'ils avaient fait le concours pour Ouagadougou et qu'il n'était pas question qu'ils soient donc réaffectés ailleurs. Et ce qu'on leur avait expliqué, c'était que ces enseignants étaient contractuels, mais comme dans le cadre de la loi 081, on a supprimé la notion de contractuel et tout le monde est devenu fonctionnaire d'État. Donc c'est cette loi qui s'applique. Et dès que vous êtes titularisé dans la fonction publique, vous pouvez être affecté partout pour nécessiter des services. C'est ce que nous avons fait. Et ce groupe d'enseignants s'est constitué pour justement rester en justice. Et la justice a tranché et la justice donc ne leur a pas donné raison. Maintenant, il semblerait qu'ils ont prévu de faire appel et donc on attend. Donc voilà un peu la situation. Sinon, pour ces enseignants, en tout cas pour ce qui nous concerne, ils sont affectés là où ils doivent y aller et nous sommes en train de faire le point, pas de ces enseignants seulement, mais de l'ensemble du processus. Et à la date du 24 janvier, on a reçu pour toutes les régions la situation des enseignants qui ont été affectés par ces services qui ont rejoint ou qui n'ont pas rejoint, et d'autres enseignants aussi qui sont dans des situations indélicates et que nous allons traiter conformément aux dispositions donc de la loi. Pour ce qui est de la question du protocole d'accord, donc ça renvoie à un certain nombre d'autres questions sur le statut valorisant et sur la question du traitement des indemnités. Alors ce que je voudrais dire, c'est que nous travaillons à la mise en œuvre du protocole d'accord. Et moi, j'ai été nommé le 31 janvier 2018, donc quelques jours après la signature de ce protocole qui est intervenu le 27 janvier 2018. Et dès le 5 février, j'ai pris fonction et nous avons commencé à mettre en œuvre ce protocole qui contient 56 points d'engagement du gouvernement. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons mis en œuvre 39 points, entièrement mis en œuvre sur 56. Et quand je dis 39 points, ce n'est pas une fiction. Ce sont des points mis en œuvre qui sont validés par les deux parties. Parce que nous organisons chaque mois, chaque fin de mois, donc nous avons un comité de suivi de la mise en œuvre des engagements du protocole d'accord. Et à la fin, c'est validé par la partie syndicale qui est représentée par 10 membres et par la partie gouvernementale qui est aussi représentée par 10 membres. Donc à la date de fin décembre, parce que nous allons reprendre encore à partir de fin février le processus, puisque c'est un comité que nous mettons en place annuellement. Et donc, à la date de fin décembre, nous étions à 39 points mis en œuvre sur les 56. Donc, il nous reste en fait 17 points qui sont en cours de mise en œuvre. Mais effectivement, les points qui intéressent le plus la communauté éducative, ce sont les points qui touchent aux indemnités de logement, aux indemnités spécifiques et à la bonification d'échelons et aux aspects liés aux avancements et tout. Il y a les aspects d'intégration des nouveaux sortants. Il y a les aspects aussi de mandatement des nouveaux qui apparaissent, même si ce n'est pas des points du protocole. Alors, il faut dire que sur ces points, spécifiquement pour ce qui concerne les indemnités de logement spécifiques, ça devait être servi en 2 tranches. Donc, un premier montant moitié et l'autre montant moitié l'année suivante. C'est pour les questions de soutenabilité budgétaire que cet engagement avait été pris. Nous, au regard des statistiques que nous avons à notre niveau, nous avons des traitements de 121% et de 126% pour d'autres indemnités. Nous considérons que la mise en œuvre pour la tranche 2018 est totalement achevée. Il y a des cas résiduels qui apparaissent, des gens qui reviennent, qui n'étaient pas pris en compte. Ça, c'est des traitements qui se font au fur et à mesure. Et donc, nous avons entamé dès octobre donc, le traitement de la 2e tranche. Et pour la bonification aussi, ce travail est en cours. Mais nous avons constaté, en fin décembre, nous avions constaté ensemble, en regardant les statistiques de traitement mensuel de ces différents actes-là, que le mois où nous avons vraiment traité, parce que comme je vous dis, nous avons plus de 114 000 agents, sur 190 000 que compte la fonction publique, le mois où nous avons pu traiter le maximum, c'était le mois de mai 2019, et ça c'était lié au fait que le gouvernement avait donné des instructions au ministre en charge de la fonction publique, au ministre en charge de l'éducation et au ministre en charge des finances, de prendre des initiatives pour apurer. Et donc, nous avions organisé donc une opération spéciale en fin mai. Et c'est là où on avait mis en place les commissions dont vous parlez, que les commissions sont tombées en léthargie. Ces commissions-là ont été mises en place
pour 21 jours au mois de mai pour pouvoir apurer. Et nous avons pu traiter plus de 90 000 actes. Mais après cela, quand on regarde les statistiques, en général, c'est 5 000, 4 000, 6 000. Et si on reste dans cette dynamique, on va terminer l'année, on ne finira pas d'apurer. Et donc, on va se parler, on va se dire des choses, mais on ne pourra pas. Et c'est pour ça qu'en fin décembre, lorsque nous faisions la dernière rencontre de suivi de l'année 2019, j'ai dit aux partenaires sociaux que j'allais introduire et demander une autorisation au Conseil des ministres et introduire au Conseil des ministres un rapport et demander l'autorisation du Conseil des ministres pour mener la même opération de main 2 fois. C'est-à-dire pour le mois de mars, et cette opération devrait commencer à partir de mi-février. À partir de mi-février, puisque le traitement des salaires prend fin autour du 8. En général, on donne jusqu'au 8 du mois. Et donc, on ne peut pas commencer cette opération la semaine prochaine et avoir des résultats pour fin février. Mais le traitement continue normalement. Mais à partir de mi-février, les mêmes commissions, on les réactive, on les remet en place, qui vont travailler pour certains pendant 2 semaines, d'autres pendant 3 semaines en fonction des documents que nous traitons. Et reprendre la même, après ces 21 jours maximum, reprendre la même opération et à partir de mi-mars pour le mois d'avril, de façon à apurer tout, pour nous permettre à nous aussi de pouvoir nous attaquer à d'autres questions qui existent que nous devons regarder. Et ce rapport a été introduit en début janvier en Conseil des ministres et il a été examiné donc hier. Et si vous regardez les rapports, le Conseil a donné des instructions pour que nous puissions aller dans ce sens. Et donc, ce travail va se faire, il va permettre effectivement d'apurer donc ce passif, pour nous permettre même au niveau du gouvernement d'avoir une lisibilité sur la masse salariale au niveau du ministère. L'année dernière, 2019, le ministère des Finances nous avait alloué comme masse salariale 340 milliards. Mais nous avons clôturé à plus de 385 milliards. Donc, il y a 45 milliards de plus qui s'est ajouté parce que, bon, on a une non-maîtrise de la situation. Et donc, ce travail-là va permettre, au-delà de satisfaire donc les préoccupations des travailleurs de l'éducation, ça va permettre d'avoir une lisibilité sur le budget de 2021 et de façon à ce que nous puissions donc faire de bonnes planifications au niveau du secteur de l'éducation. Pour ce qui est du statut valorisant, qui est maintenant un statut particulier, il faut dire que dans le cadre de la loi 081, il est prévu donc l'adoption d'un répertoire interministériel des métiers de l'État et dont l'adoption provoque l'adoption par la suite de statuts particuliers par métier. Donc il y a le métier santé humaine et animale par exemple, il y a le métier éducation et formation. Donc dans ce métier, il y a un certain nombre d'emplois qui sont définis. Et c'est ça, les statuts particuliers sont adoptés. Donc le statut valorisant, effectivement, on l'a travaillé, on s'est accordé, il y a eu un PV de discussion, on a fini. Mais il fallait attendre l'adoption du répertoire interministériel des métiers de l'État pour pouvoir l'adopter. Et ce répertoire interministériel des métiers de l'État que nous appelons RIM a été adopté autour du 17, en tout cas c'est courant octobre 2019. Et à la suite de cela maintenant, il fallait adapter ce statut valorisant-là aux dispositions du RIM. Et quand vous regardez le répertoire interministériel des métiers de l'État, quand vous allez dans les métiers de l'éducation, c'est les mêmes métiers retenus dans le statut valorisant qui apparaissent là-bas. Et on leur a communiqué cela par transparence pour dire on n'a rien modifié. C'est ça qui apparaît. Mais voilà la démarche. Et donc, à l'issue de cela, nous avons retravaillé donc, le statut particulier. Nous avons donc mis en forme et ce statut a été déposé parce qu'on ne dépose pas aussi le statut comme ça. Il faut faire une évaluation financière de la mise en œuvre. Et cette évaluation financière fait ressortir une mise en œuvre qui va coûter un peu plus de 57 milliards à l'État. Donc, nous avons préparé tous ces documents. Il y a eu des questions spécifiques qui sont apparues au niveau du ministère de la fonction publique, pas des techniciens du ministre, parce qu'avant d'introduire, le ministre de la fonction publique demande encore l'avis de ces techniciens. Et le directeur général de la fonction publique, qui est nouveau, qui n'avait pas participé aux discussions, a levé un certain nombre d'inquiétudes, mais qui ne sont pas des inquiétudes parce que c'est des éléments sur lesquels le gouvernement s'était accordé avec les partenaires sociaux. Et donc, après ces échanges, le ministre de la fonction publique a introduit auprès du secrétaire général du gouvernement le 21 janvier ce statut-là. Il va être programmé. Je ne peux pas donner la date puisque ce n'est pas moi qui programme. C'est en cours et ça va se faire. Donc, tout ce que nous faisons, ce n'est pas lié aux menaces de 2 semaines ou autres. Nous travaillons sereinement, mais nous sommes conscients que la mise en œuvre de ces éléments aura un impact positif et doit avoir, et je profite de demander aux acteurs de l'éducation de continuer les efforts pour que tout ce que nous faisons ait un impact sur la qualité du système. Donc, c'est des précisions comme ça que
je voulais donner et rassurer que donc, les choses se font et tout devrait s'améliorer. Maintenant, il appartient à la partie syndicale qui a effectivement fait un point de presse et qui a donné 2 semaines d'apprécier ce qui se fait et de pouvoir tirer des conclusions. Alors, mais ils ont été informés des démarches aussi que nous faisons avant et après leur point de presse. Alors, pour la construction des salles de classe de l'UNICEF, oui, l'UNICEF est un partenaire privilégié du système éducatif et qui va même donc être l'agent partenaire de gestion des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation de 11 millions de dollars que nous allons récupérer bientôt pour l'éducation en situation d'urgence. Donc, nous travaillons ensemble et nous travaillons effectivement sur des préfabriqués déplaçables. Parce que la situation est volatile de telle manière que aujourd'hui vous avez des déplacés ici, demain ils peuvent se retrouver ailleurs. Et donc nous avons besoin des trucs déplaçables. Pour le moment, ce que nous construisons, c'est vraiment des trucs précaires, des sécos par endroit, des hangars par moment, pour pouvoir donc faire face à des effectifs. Il y a des zones où nous avons déplacé carrément des écoles et des circonscriptions d'éducation de base de certaines communes pour les amener dans des chefs-lieux de province. Je ne donnerai pas les endroits pour des raisons que vous connaissez sécuritaires. Donc nous faisons ce travail, mais avec l'UNICEF, nous travaillons sur ces aspects-là. Et donc certains seront des constructions normales, mais à d'autres, ce sera des constructions en préfabriqué. Aussi bien avec l'UNICEF que nous-mêmes aussi dans le cadre de l'éducation en situation d'urgence. Alors, pour les 10 000 qui sont affectés, comme je vous dis, c'est une situation volatile. Pendant qu'on faisait le point, il y a eu l'attaque de Lambda Moelle. Mais ça a provoqué le départ d'enseignants. Il y a 36 écoles qui ont fermé, ça s'ajoute. Mais on travaille à réouvrir. Il y a 854 qui ont réouvert. Donc, il y a ce travail qui se fait. Et donc, ce ne sont pas tous ces enseignants affectés-là que nous devons redéployer systématiquement dans d'autres zones. Parce qu'il y a des écoles qui réouvrent. Mais quand ça réouvre et puis vous avez déplacé ces enseignants, qui vous ramenez là-bas? Donc, nous avons redéployé sur les 10 000, il y a 2194 enseignants que nous avons récupérés, 3 de l'Est et puis le reste donc de la région du Sahel, que nous avons redéployés. Il y en a qui sont à Ouagadougou pour renforcer aussi le vivier ici parce que la directrice régionale nous a expliqué ces difficultés liées au fait qu'elle a un effectif vieillissant et puis il y a beaucoup de malades et tout, donc pour renforcer. Et dans d'autres régions de notre pays, on a redéployé. Mais ça, c'est des enseignants qui étaient en arrêt d'activité pour certains depuis 2 ans et pour d'autres depuis 1 année. Mais ceux qui ferment tout de suite, ceux qui sont fermés depuis 2-3 mois, on ne le fait pas, on apprécie la situation. Et avec les forces de défense et de sécurité, si on considère que c'est une zone qu'on ne peut pas gérer pour cette année, on trouve des solutions. Donc c'est une situation assez comme ça, mais nous suivons et nous redéployons au fur et à mesure. Maintenant, à combien se chiffre la contribution? Comme elle est volontaire, malheureusement, on ne peut pas donner. Si elle était obligatoire, comme je vous ai donné les effectifs que nous connaissons avec les montants, on allait pouvoir vous calculer. Mais on souhaiterait que tout le monde puisse contribuer. Mais comme elle est volontaire, on ne pourra pas. On vous dira à la fin ce que c'est. Et nous souhaitons que cette activité soit pérenne. Qu'elle soit pérenne. Parce qu'au-delà de ça, parce que vous avez vu les budgets alloués à la sécurité et à la défense. Ce n'est pas ces cotisations-là qui remplacent donc ce qui se fait. Ce que nous recherchons véritablement derrière ça, c'est cette éducation à la solidarité et à la citoyenneté. Et dire, même si j'ai de petits montants, ça peut contribuer. Et c'est ce que nous recherchons en fait. Et donc, cette année, on verra ce que ça va donner, mais on ne va pas abandonner, quel que soit le résultat. L'année prochaine, on va continuer, on va aller au fur et à mesure pour pouvoir inculquer cette éducation à la solidarité et à la citoyenneté à nos élèves, qui sont près de 5 millions. Et si nous considérons que nous avons à peu près 20 millions d'habitants, c'est le quart de la population, et c'est eux qui influent vraiment sur la dynamique de notre société. Monsieur le ministre, vous venez de dire que des enseignants qui ont été affectés ont porté l'affaire en justice, qui a été délibérée, ils ont encore fait appel. Est-ce à dire que ces enseignants attendent toujours que leur appel soit entendu ou pas avant d'exécuter, ou bien ils ont rejoint leur poste? Nabi Bayala du journal L'Actualité. Merci, Monsieur le ministre. Ma question est relative au mandatement des travailleurs de l'éducation. Selon la coordination des syndicats de l'éducation, il y a environ 2020 enseignants qui sont toujours dans l'attente de leur mandatement. Ma question est de savoir si cet état de fait est vérifié et qu'est-ce qui est à l'origine de ces imperfections administratives qui entachent à coup sûr le rendement des enseignants sur le terrain. Balikissa Sawadogo, je suis là aujourd'hui au titre de l'économiste du Faso.
Et, Monsieur le ministre, vous avez noté que votre département est l'un des plus touchés, en plus de l'armée. Et aujourd'hui, quelle est la collaboration que vous entretenez, je parle du département du MENA, avec les forces de défense et de sécurité sur le terrain? Quel type de collaboration vous entretenez à ce jour? Ma deuxième question porte sur les curricula d'enseignement à ce jour. Est-ce qu'ils tiennent compte de cette nouvelle dynamique d'éducation à la sécurité ou même de certain reporting de l'information, faire remonter l'information au plus haut niveau auprès des enseignants? Et dernièrement, et c'est ma dernière question, j'ai pu échanger avec un expert en sécurité qui a fait ressortir le fait que les terroristes arrivent à recruter des jeunes en fait, qui n'ont plus confiance à l'État, au gouvernement et tout ce qui relève du public. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de former? Il y a déjà la dynamique du recrutement des volontaires, de recruter sur le terrain des enseignants que vous allez former et peut-être éviter de fermer davantage d'établissements scolaires. Est-ce que cela est envisagé? Je suis Mohamed Nakanabo de Radio Omega. Monsieur le ministre, vous avez donné des chiffres par rapport aux communes qui ont des écoles fermées actuellement. Mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres même sur le nombre d'écoles fermées actuellement au Burkina Faso? Par rapport à la question de la soixantaine d'enseignants, vous savez, quand ils ont été déboutés, ils ont été condamnés au dépens. Et donc, chacun comprend ce que ça veut dire. Je pense qu'ils comprennent. Maintenant, il semblerait, je n'ai pas la certitude, qu'ils ont décidé de faire appel. S'ils font appel, ils apprécient, ils attendent. Si, à ce niveau aussi, ils sont déboutés, mais la loi va s'appliquer puisqu'ils sont condamnés au dépens. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire au dépens, ça veut dire qu'on considère que depuis le jour où ils devaient aller, ils ne sont pas partis et ils connaissent les conséquences conformément à la loi et ça va être appliqué. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Pour ce qui est du mandatement des travailleurs, les 2000, oui, c'est tout à fait exact. On avait un peu plus de 6500. Il y a les sortants aussi, il y a les IAC, les 1000 que nous avons recrutés. Et je profite aussi de répondre à la question de savoir pourquoi il y en a qui chôment et on continue de recruter. Comme je vous ai dit, c'est une situation volatile. Les 854 qu'on a réouverts là, ça concerne un peu plus de 4000, autour de 5000 élèves et enseignants qui sont concernés par cette réouverture. Donc, si on dit, bon, c'est fermé, on ne recrute pas, et en temps on réouvre, ça va poser des difficultés. On a arrêté certains recrutements cette année parce qu'on a fait effectivement un recensement géographique et nominatif des enseignants et une affectation pour nécessité de services pour faire des équilibres. Et c'est ce qui nous a permis de dire on n'a pas besoin de recruter 2000 pour les ENEP cette année. C'est ce qui fait que nous n'avons pas fait. Pour les IAC, on aurait pu ne pas le faire, mais ce concours avait déjà été lancé. Et les candidats avaient déjà déposé leur dossier, tout était en route. Donc on a laissé continuer. Mais on a une visibilité maintenant des besoins. Et à partir de 2020, les recrutements qui se feront pour tenir compte de ça, mais aussi pour tenir compte du statut particulier qui va être adopté. Parce qu'à ce niveau maintenant, pour les enseignants, qu'ils soient du préscolaire, du primaire, le niveau d'accès, c'est le bac désormais. Pourquoi, effectivement, on a commencé à mettre en œuvre le statut alors qu'il n'était pas... Parce que, vous savez, les emplois qu'on a mis en extinction, il y a des dispositions transitoires dans le statut qui font que si on recrute des gens, on va créer de nouvelles injustices. Et c'est pour cela qu'on a décidé de ne pas créer ces injustices, mais d'aller à l'adoption, puisque le statut va être mis en œuvre en 2020. Donc, on ne va plus le faire, parce que si on recrutait, on allait les amener en école de formation, ils allaient sortir et se retrouver dans les mêmes difficultés qu'on a commencé à éviter avec ça. C'est pour ça qu'on a arrêté. Et le fait même de commencer à mettre en œuvre, pour moi, c'est aussi montrer aux partenaires sociaux qu'on est engagé à mettre en œuvre le statut. Tout ça, ça devait participer de la bonne foi du gouvernement à la mise en œuvre donc, du statut particulier.
Alors, comme je disais tantôt, il y a un certain nombre, effectivement, qui ne sont pour le moment pas mandatés. Nous avons mandaté, en tout cas, plus de 4000. En fait, la difficulté qu'on a eue d'abord, c'est le mouvement d'humeur du syndicat des gestionnaires des ressources humaines qui a eu un impact aussi bien au MENA PLN que dans d'autres ministères comme la santé. Vous avez d'ailleurs vu hier un groupe qui s'est constitué parce que non mandaté depuis un certain moment. Donc c'est ce travail que nous essayons de corriger pour qu'ils soient mandatés assez rapidement parce que ça a un impact parce qu'ils doivent rejoindre effectivement leur lieu de travail. Comme ils doivent le rejoindre, il faut le faire assez vite. Donc c'est ce mouvement-là qui a eu un impact parce qu'avant d'être mandaté, il faut être intégré. Et les actes d'intégration ne sont pas pris au niveau sectoriel, c'est pris au niveau du ministère de la fonction publique. Et comme le blocage était à ce niveau-là, nous avons même, avec le ministre de la fonction publique et moi, nous avons dû sélectionner d'autres agents qui savaient faire ce genre de travail-là au MENA, plus de 100 agents, pour pouvoir, en septembre-là, faire ce travail pour qu'on puisse même mandater ces nombres-là pour le MENA PLN que d'autres ministères. Donc on a contourné cette difficulté en attendant que les choses se mettent en ordre. Et ce travail a permis effectivement de limiter les dégâts de façon à ce qu'aujourd'hui, on a autour de 80% des gens qui sont mandatés intégrés, mandatés au niveau de la fonction publique. Maintenant, le reste là, l'opération dont l'autorisation a été accordée en Conseil des ministres, il y a les 2 opérations spéciales, ont pour objet aussi d'évacuer ces questions-là parce que le ministère de la fonction publique est concerné. Parce que dans les commissions qu'on met en place, pour la bonification d'échelons et les mandatements, ça ne peut pas se faire en région, ça se fait au niveau central, parce que le ministère de la fonction publique prend les actes, et puis on procède au mandatement ensuite, donc ça va prendre en compte, et ça va se corriger, et on espère que dans les années à venir, ça va s'améliorer, parce que l'an passé, on n'a pas connu cela. Je vais dire à la rentrée 2010-2019, parce qu'on n'avait pas ce problème, et on avait pris les devants, et les choses s'étaient très bien passées, avec que des retards d'1 mois pour certains, et pas de retard du tout pour beaucoup d'autres. Alors, la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et le MENA PLN, c'est une très belle collaboration. Nous travaillons ensemble. Vous avez vu que les 23 et 24, le ministère de la Sécurité était représenté, le ministère de la Défense était représenté, et les commandements au niveau de chaque région, que ce soit la police, la gendarmerie et l'armée, de chacune des 8 régions, étaient représentés. Et nous avons eu une séance de travail ensemble. Et on a arrêté un certain nombre de dispositifs pour faciliter la mise en œuvre de certaines recommandations que je ne peux pas donc développer ici. Nous avons rédigé des curricula d'éducation en situation d'urgence. C'est-à-dire que nous avons pris donc le programme officiel que nous avons regardé et nous avons enlevé quelques éléments non essentiels pour permettre à ces élèves d'avoir un très bon niveau et poursuivre en attendant que les situations s'améliorent. Et ces curricula permettent de pouvoir en 4 mois donner donc le nécessaire aux élèves afin qu'ils puissent passer de classe en classe ou passer des examens. Donc cela a été fait, cela est disponible, mais l'autorisation de pouvoir le dérouler n'est donnée que par le ministre. C'est le ministre seul qui apprécie pour éviter justement que certaines personnes mal intentionnées utilisent dans des zones où il n'y a pas de problème ces curricula-là à la place de l'officiel. Quand il n'y a pas de problème, c'est l'officiel. C'est quand il y a des difficultés et qu'il faut aller dans ce sens qu'on y va. Et donc, c'est pour éviter cela que cela est fait. Donc, ces curricula, ça fait partie des choses que nous avons mis en œuvre. Donc, ces curricula existent. L'arrêté est en cours de signature et il va être mis en œuvre aussi. Il n'y a pas de problème. Et pour recruter des gens, nous le faisons. Mais nous le faisons pour le poste primaire et le secondaire. Et c'est des vacataires. Mais pour le primaire, non. Pour le primaire, nous ne le faisons pas parce que vous savez, le ministère de la Santé a entamé le même processus où il recrute de plus en plus donc, quelques agents de santé. Mais vous avez vu il y a quelques jours le communiqué du gouverneur de la région du Sahel où même ces agents-là sont agressés. Il y a une dame qui a été tuée. Donc personne n'est épargné. Le plus important, c'est qu'on travaille à accompagner nos forces de défense et de sécurité, à faire en sorte que ces zones-là soient suffisamment pacifiées de façon à nous permettre de revenir, dérouler donc notre programme parce que ils disent qu'ils ne veulent pas vous voir là-bas. Donc, que ce soit des personnes du village ou pas, ils n'en veulent pas. Donc, on n'a pas intérêt à travailler, à ne pas protéger donc, nos compétences, à ne pas protéger nos populations. Donc, nous, c'est surtout avec les forces de défense que nous travaillons. Et ce sont elles qui nous disent à quel endroit on peut repartir. Et dès que c'est dit, nous discutons avec nos agents pour repartir et rouvrir nos écoles.
Alors, le nombre d'écoles fermées, j'avais donné. À la date de fin janvier, c'était 2369. Mais il fallait ajouter il faut ajouter à cela les 36 écoles qui ont fermé il y a quelques jours suite à l'attaque des populations qui a coûté la vie à 18 de nos concitoyens à Lamdamoal, donc dans la commune de Bani, vers Dori. Donc, il faut ajouter à cela les 36. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons à présent aborder les questions sur l'actualité nationale avec le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Les journalistes ont la parole. Merci bien. Je suis Abdul Rahim Nyenye de la radio Watts FM. Je voulais demander au ministre des éclaircissements sur... je vais m'intéresser en fait à l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Chine. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements concernant le cas des étudiants qui se trouvent actuellement dans la ville considérée comme l'épicentre de l'épidémie, vu que on voit un peu sur les réseaux sociaux certains étudiants qui demandent même le rapatriement vu leurs conditions, alors que le gouvernement a dit avoir pris des mesures pour ravitailler ces étudiants-là. Quelle est leur situation actuellement, Monsieur le ministre? Sébastien Zongo de la RTV Télévision. Merci de nous donner cette occasion. Monsieur le ministre, le gouvernement a annoncé la convocation du corps électoral pour, je crois que c'est le 22 novembre prochain. Qu'est-ce que vous avez à dire pour faire taire les débats qui naissent quant à ce qu'on parle de la situation sécuritaire qui est très difficile et on a besoin de moyens qui manquent alors qu'on veut utiliser des moyens importants pour les élections. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant ce débat-là? Alors, je suis Ibrahim Zongo de la télévision Burkina Info. Ma question concerne les élections prévues pour le 22 novembre. On sait qu'à ce jour, les chiffres de la CENI montrent un faible enrôlement des Burkinabés de l'étranger. Est-ce que le gouvernement peut nous dire à combien se chiffre l'enrôlement d'un seul Burkinabé de l'étranger et quelle est la décision que le gouvernement prend pour les élections à venir? Est-ce que ces Burkinabés participeront au vote, oui ou non? Et ensuite, ma deuxième question concerne la question du référendum. Est-ce que le référendum aura lieu en 2020 ou en 2021 avec les élections municipales? Odette Zouanguenan de la télévision CVK. C'est toujours par rapport au vote des Burkinabés de l'étranger. Est-ce que le ministre pourrait revenir, puisque, étant donné qu'il y a eu un certain retard, surtout dans certains États, par rapport à l'enrôlement, est-ce que dit le gouvernement par rapport à ça? Est-ce que le gouvernement compte justement prolonger cet enrôlement ou pas? Merci. Je suis Mohamed Nakanabo de Radio Omega. Monsieur le ministre, ce matin même, j'ai appris qu'il y a un cas suspect de coronavirus au Burkina Faso. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Je vais commencer par celle de Abdul Rahim Nyenye et puis joindre à celle de Nakanabo puisque ça a trait au même sujet. Je pense qu'en ce qui concerne les étudiants burkinabés, si je ne m'abuse, ils sont au nombre de 22. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé il y a quelques jours de cela que les dispositions sont prises pour que nous puissions effectivement leur apporter notre soutien. Hier, en Conseil des ministres, le président du Faso et le Premier ministre ont insisté pour que cela soit fait de façon diligente. Il peut y avoir peut-être eu quelques retards à l'allumage, mais il est clair que ces 22 étudiants-là seront soutenus, s'ils ne le sont pas déjà, par notre administration des affaires étrangères diplomatiques qui est. Il est évident qu'on doit y apporter donc un œil attentif, parce qu'effectivement, la ville est quasiment sous quarantaine, et que s'il n'y a pas cet apport-là, ils sont peut-être dans des situations qui peuvent être difficiles. Le ministre des Affaires étrangères l'a annoncé, le gouvernement hier encore a demandé à ce que cela soit fait de façon diligente. Je pense que les Affaires étrangères et le ministère en charge des Burkinabés de l'extérieur vont faire de leur mieux pour régler cette question-là au plus tôt, je pense, si ça n'a pas été fait il y a quelques heures de cela. En ce qui concerne un cas suspect, il faut que nous restions très pondérés dans cette situation-là. Il y a peut-être des situations que le ministère de la Santé gère,
mais il ne s'agit pas de créer la panique par-ci, par-là. Et lorsque le ministère de la Santé verra que s'il y a un cas qui est suspect, ils vont communiquer là-dessus. Vous avez des sources certainement bien introduites. Et il faut faire donc attention à ne pas relayer des informations qui peuvent être des éléments de panique dans la population, alors que pour l'instant, ceux qui sont en charge de la question, il y a des réunions qui sont tenues, et à ce titre-là, même le service d'information du gouvernement y participe, entre l'OMS et le ministère de la Santé, pour faire des évaluations, et à un moment opportun, s'il y a nécessité de faire un message, ils le feront. Je pense que, comme a dit Madame le ministre dès le départ, il faut que nous soyons très prudents. Les bonnes pratiques sont à prendre. Il y a des bons réflexes à mettre en œuvre, mais de notre part, nous, en tant que médias, ce n'est pas une course à la sensation. C'est une course à l'information. Attention à ne pas tomber dans le sensationnel, parce que nous, on se connaît. On va dire qu'il y a quelque chose et puis ça part dans tous les sens. Donc, attention à éviter le sensationnel. Laissons le ministère en charge de la Santé faire les éléments de communication sur cette question-là. Il s'agit de choses véritablement qui mettent en œuvre à la fois la stabilité de notre pays, notre vivre ensemble, le fonctionnement de notre économie qui est déjà suffisamment ébranlé par les questions terroristes. Soyons vraiment prudents. En ce qui concerne la question donc de Sébastien Zongo, la convocation du corps électoral, je pense que dans les colonnes des journaux, dans les radios, ce débat-là s'invite souvent. Est-ce qu'on doit faire les élections alors qu'on a ces problèmes-là? Je crois que dans mon propos introductif, j'ai dit qu'il était important que nous n'ajoutions pas une crise institutionnelle à la question sécuritaire que nous connaissons. Et il est de l'obligation du gouvernement de tenir ces élections. C'est des engagements. Et de faire de telle sorte que tous les Burkinabés, où qu'ils soient sur le territoire national, puissent y participer. Cela s'entend donc par une amélioration certainement de la prise en compte notamment des personnes déplacées dans les élections, mais cela s'entend également par une amélioration de la sécurité sur le territoire pour que ces déplacés, la majorité, puissent retrouver le cadre de vie où ils étaient pour participer à ces élections. Je pense que c'est très important. Donc sur cette question de polémique, je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où le gouvernement essaie de réduire le plus les frais. Parce que c'est clair. Et ça revient à la question du référendum. Le chef de l'État a été élu. Il y a cette question de référendum sur la Constitution. Les acteurs politiques, lors du dialogue politique, lui ont dit c'est à lui de décider quand il veut faire cet élément-là, en son âme et conscience, en regardant la situation de notre pays, en regardant les coûts que cela peut nous susciter, en regardant également la pertinence de cet engagement qu'il a pris par rapport à la réalité. Parce que quand il apprenait, on n'était pas en situation de guerre telle qu'on la connaît, il décidera et il fixera le moment opportun ce référendum-là. En ce qui concerne la question d'Ibrahim, le faible enrôlement des Burkinabés, c'est un fait. La CENI a fait le point, les acteurs politiques se sont exprimés là-dessus, mais une chose est sûre, les Burkinabés vivant à l'extérieur participeront à l'élection présidentielle. Ça, c'est clair et c'est net. Il n'y a pas de recul possible. C'est un engagement qui a été pris. Il y a même des frais qui sont engagés, parce que pour aller faire ces recensements-là, ça coûte. On ne va pas passer par perte et profit, tous ces éléments-là. Donc, il y aura obligatoirement cet aspect-là qui va être mis en œuvre. Je finirai donc sur la question de Odette Zouanguenou, je pense, de CVK, sur la question du prolongement. Il y a des dates très précises. C'est d'ailleurs pour ça que hier, en Conseil des ministres, nous avons pris les décrets, parce que les délais d'enrôlement sont extrêmement précis. Et c'est la CENI donc qui gère ce timing-là, avec bien sûr le binôme qui est l'administration territoriale, qui est le ministère en charge des élections. La CENI étant l'instrument de mise en œuvre de ces élections-là, ils vont regarder. Je ne pense pas forcément qu'il y aura un prolongement, parce que je crois que la réalité du temps est suffisante. Nous sommes dans un élément qui est un processus qui est valorisant pour notre pays. C'est ce que les Burkinabés qui vivent à l'extérieur y participent. Il y a un premier essai qui va aboutir avec ces élections présidentielles-là. Les acteurs en tireront les conséquences pour l'améliorer dans les prochaines élections qui viendront. Nous sommes au terme de la conférence de presse du gouvernement d'aujourd'hui. Deux ministres étaient face aux journalistes. Le professeur Stanislas Waro, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, et M. Rémi Fulgence Dandjinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.
Les échanges ont porté sur l'éducation en situation d'urgence et l'actualité nationale. Merci, chers consoeurs et confrères, pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre exercice de redevabilité avec d'autres membres du gouvernement. À très bientôt.